Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'investissement en bourse de manière générale, parce que c'est un sujet par rapport à certains commentaires que je souhaitais aborder. Donc là, la cible c'est plutôt une rente, voire un revenu pour la retraite, en abordant bien sûr des cas concrets, des éléments d'analyse que l'on voit parfois de manière plutôt erronée sur internet. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous indique quelques exemples de valeurs intéressantes pour investir. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des actions, ETF, des secteurs ou même des questions particulières sur la bourse que vous souhaitez que j'analyse. Sans oublier le pouce et de s'abonner, ça m'aide énormément pour le référencement, je vous en remercie. Bien sûr, comme toujours, petit disclaimer, tout ce qui est présent ici est à titre de divertissement, cela ne constitue en aucun cas des conseils en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital, les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs. Vous êtes prévenus, soyez responsable de vos actes et informez-vous avant d'investir. Alors justement, comment investir? En fait, la manière la plus simple, si on veut investir à long terme et qui fonctionne, c'est de respecter quelques critères. Après avoir tout énoncé, vous vous doutez d'une première solution simple, c'est ce qu'on appelle de faire du DCA. En gros, c'est quoi du DCA? Ça va être une valeur fixe, voire un pourcentage de salaire tous les mois, que vous allez investir en priorité soit sur des actions plutôt importantes ou des ETF. Je pense par exemple à du Standard & Poor's 500 aux États-Unis, du Nasdaq 100, pourquoi pas du CAC 40 ou de l'Euronext 50 aussi. On peut aussi le faire sous forme d'assurance vie, bien sûr, il y a des très bonnes assurances vie. Tout ce qui est important, c'est que il faut bien analyser à chaque fois tout ce qu'on vous propose. Tout a des avantages, tout a des inconvénients, attention. Sur des éléments comme la bourse, on va regarder les frais au niveau du broker en priorité, le type de valeur. Si vous faites beaucoup d'investissements sur des valeurs type dollar, là forcément on va essayer d'avoir un compte multidevise qui va vous permettre de récupérer vos dollars et de les réinvestir sans pour autant vous faire payer des frais. Si on est sur de l'assurance vie, très attention, l'assurance vie ou les frais avec investisseurs qui vont vous aider ou experts financiers. Pourquoi? Souvent, les experts vont se faire des montants entre 2 à 5% sur les montants que vous allez mettre dedans, ce qui est quand même une grosse perte. On a souvent des frais autour de 1, ça monte jusqu'à 2, 3, 4% sur le compte. Donc attention, il y a beaucoup d'entités quand même qui se gavent. C'est pas forcément toujours très intéressant, c'est souvent eux qui bouffent la performance, donc attention. Là où la bourse, même s'il y a un élément un petit peu de complexité au début, vous pouvez tout automatiser. Il y a des très belles sociétés comme Revolut, Trade Republic, il y a du DeGiro, il y a plein de sociétés qui vont vous permettre des choses en pseudo-automatique, où une fois qu'on est rentré là-dedans, on n'a plus grand-chose à faire. Et de temps en temps, on va regarder pour se faire plaisir, mais on ne touche pas au truc. Et ça peut être pas mal. Et c'est le point qui va faire toute la clé. Si on vise un investissement sur plus de 5 ans, il faut que ça soit totalement passif et le plus simple possible. Je ne le dis jamais, mais c'est les choses simples qui perdurent et jamais les choses trop compliquées. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients de tout. Si je prends par exemple les ETF, c'est simple, mais parfois ils sont plus volatiles, enfin c'est le cas toujours, plus volatiles que les indices, c'est-à-dire que si vous avez le Standard & Poor's 500 qui fait moins 10, bah souvent les ETF vont faire moins 15 voire moins 20. Pourquoi? Bah, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait le fonds qui va gérer l'ETF, et bah forcément il va vendre au mauvais moment sur le marché, et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup on va avoir un effet boule de neige qui fait que les prix vont baisser plus fort, et comme ça va baisser plus fort, eh bien vous allez avoir un montant de vente qui va être plus faible que la moyenne normale, et donc vous perdez plus. Voilà, c'est aussi simple. C'est aussi pour ça que sur la hausse, on peut avoir l'effet boule de neige sur la hausse également. Donc c'est ce qui va impacter la performance de l'ETF. Donc attention à toutes ces choses-là, il y a des impacts aussi. Donc oui,
une assurance vie, un PEA en France ou même un compte titre, ça peut être intéressant. Le gros avantage, vraiment, de la bourse par rapport aux autres, c'est la liquidité. En fait, l'investissement en bourse, il est très liquide. Si vous achetez des ETF qui sont assez gros, il y a des centaines de milliers de transactions par jour. Donc, quand vous vendez, vous allez l'avoir quasiment aussitôt. L'inconvénient, tout de même, de l'ensemble des investissements de manière générale, et on peut aller jusqu'à l'immobilier, c'est en fait le timing. C'est-à-dire que si vous avez besoin de l'argent au mauvais moment, quand votre compte vient de faire -20, on va peut-être pas attendre 2 ans que ça se remette si vous en avez besoin tout de suite. Donc là, vous allez avoir potentiellement une perte. Donc attention à ces éléments-là, c'est pour ça que je dis toujours que même si le livret A, je considère que c'est tout pourri, en fait, avoir un peu d'argent sur un livret à côté, oui, ça vous fait perdre de l'argent parce que c'est souvent moins rémunéré que l'inflation, donc vous perdez cet argent, mais le jour où vous en avez besoin, ça vous évite de taper sur vos actions en bourse ou autres, et donc potentiellement de payer des frais, des impôts, tout un tas de trucs dessus, et du fait, perdre beaucoup. Donc c'est un point à prendre en compte. Oui, la bourse c'est un très bon rendement, mais le compte à côté, avec de l'argent en direct, avec peut-être un montant que vous devez finir, ça peut être 5 000 € pour certaines personnes, ça peut être 40 000 pour d'autres, mais c'est important d'avoir quand même cette trésorerie de secours qui va vous éviter, si vous êtes au mauvais moment pour la bourse, de tout péter. Alors, je vous ai parlé rapidement du DCA, mais qu'est-ce que c'est que le DCA? Donc le principe, c'est simple. Donc déjà, ça signifie Dollar Cost Averaging. Donc en gros, averaging, c'est la moyenne. Donc on va être sur la moyenne du coût en dollars. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple en fait. On va investir un montant fixe à intervalles réguliers. En général, on part plutôt sur du mensuel, qui va être indépendant du marché. Moi, j'aime bien dire, on va pas faire un montant fixe, on va faire un montant en pourcentage. C'est-à-dire que tous les ans, ce montant, on va le revoir. Si la première année, vous êtes à 100 €, peut-être que la 5e année, vous avez eu plus de 10% d'augmentation. Donc peut-être que les 100 €, on peut les passer à 110, voire plus, etc., etc. Ce qui fait qu'au début, vous allez investir peu, et puis à la fin, vous investirez peut-être beaucoup plus. Le gros avantage du DCA, c'est le lissage du prix, en fait. On achète plus d'actions quand le prix est plus bas et un peu moins quand le prix est élevé, ce qui fait qu'on va lisser le risque. Et donc à la fin, c'est simple, c'est sans tracas, vous avez 90% de chances de gagner à la fin et d'être au-dessus de l'inflation si vous avez choisi les bons actifs. Donc oui, il y a une belle chose. Ça permet d'avoir une discipline en automatisant tout l'investissement. Ce qui est automatique, et si c'est simple, c'est top. Et on peut commencer, je dis, avec 100 €. Il y a des fonds qui vous permettent même à partir de 20, 30, 40, 50 € de le faire. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se fixer un pourcentage du revenu. Si vous augmentez de 1 000 € votre salaire sur l'année, eh bien, on va augmenter en conséquence les versements. Et ça va, sur la durée, avoir un impact, pas forcément très significatif sur le final, mais ça va vous permettre de vous habituer à mettre de l'argent de côté, tous ces éléments-là, et donc ça va assainir votre gestion financière. Ça, c'est un autre sujet qu'on discutera sûrement lors d'une prochaine vidéo, parce que je fais principalement de l'analyse, là c'est un petit peu une vidéo qui sort du cadre, sûrement la partie gestion des finances personnelles. Les performances, alors, venons-en un petit peu au fait. Donc là, je vous ai mis deux ETF qui sont très très réputés. Le premier, c'est le SP, donc c'est un Standard & Poor's 500 ETF Trust. Le symbole est SPY, SPY. À droite, vous avez Levinsko QQQ. Alors, pour les Européens, ça va être EQQQ, qui est du coup, lui, par contre, basé sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq 100, donc c'est les 100 plus grosses capitalisations, là où le SP 500, c'est sur les 500 plus grosses. Mais la grosse différence du Nasdaq, c'est qu'on est très très fortement sur les nouvelles technologies, et donc le rendement est bien bien supérieur. Donc maintenant, regardons un petit peu les éléments autour de cette valeur. Ces deux valeurs. Donc déjà, on est sur des ETF un peu chers, puisque le prix d'entrée à plus de 600 $ à gauche et 500 $ à droite. Donc là, c'est clair que c'est un petit peu élevé. On a des ETF sur ces secteurs qui sont moins chers. Vous avez des ETF qui commencent à 50 €.
Il faut chercher un petit peu par rapport au broker que vous allez choisir, mais le courtier, mais globalement, il y a des possibilités. Alors, si on regarde un petit peu les rendements. Donc, sur 10 ans, sur le S&P 500, vous avez plus de 11% de rendement. Donc, ce qui fait plus de 8% net d'inflation. Donc, vous avez gagné 8% vis-à-vis de l'inflation, ce qui est vraiment bien. Sur 20 ans, donc là, c'est un peu plus compliqué, sur 20 ans, on est sur un rendement total annualisé d'environ plus de 8%. Donc, ça reste très très correct. Et si je prends depuis 1926, donc là, qui est l'initiale de la cotation, eh bien, on est quasiment à 10% de rendement par an. Donc, vous voyez, mes 12% de rendement que je vous citais tout à l'heure, là, on est très très proche. Donc, c'est pas forcément très compliqué. Si vous avez investi dans cet ETF, vous avez fait 10% en moyenne depuis 1926. Donc, quelqu'un qui aurait investi à ce moment-là, en mensuel, sur l'ETF. Alors, à l'époque, il y a une chose qu'il faut oublier, hein, c'est que c'est avant les années 2000, les coûts d'achat des actions et autres étaient assez exorbitants. Vous étiez obligé de passer par votre banque, principalement, à moins d'être un pro. Et donc, du coup, vous aviez quand même des frais très très importants. Là, sur les PEA, si vous êtes sur un PEA, vous, qui est dans une banque un peu ancienne, vous allez aussi avoir des frais assez importants. C'est pour ça que j'ai tendance à dire d'aller plutôt sur du courtier à part. Il y a une autre raison également, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et quand vous avez un PEA qui est aussi dans votre banque principale, bien le problème, c'est que vous avez tout votre argent dans cette banque. Donc si la banque a un problème, bah, vous perdez tout. Alors bien sûr, les actions, c'est des titres de propriété, vous ne les perdrez pas. Mais voilà, ça va créer des difficultés. Là où si vous avez un compte dans une autre banque, là où il y a vos actions, bah si la première fait faillite, vous pouvez très bien liquider de l'argent dans votre courtier et donc récupérer un petit peu d'argent pour vivre entre-temps. Ça, c'est quand même un point important. Sur la partie performance du Nasdaq cette fois. Sur 10 ans, performance incroyable, hein, plus de 18%. Donc là, vous voyez que les 12%, ils sont très très atteignables. Sur 20 ans, on est à plus de 15% par an. Donc là, c'est vraiment aussi exceptionnel. Et si je prends cette fois, depuis sa création en 1985, je suis à une moyenne proche des 13% brut par an. Donc là, 13%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est quand même sur une phase de rendement qui est assez exceptionnelle. Je vous avais parlé de 12% tout à l'heure. Globalement, on est entre 15 et 18% sur les 20 dernières années. Donc on aurait pu faire des éléments de simulation et ils arrivent juste après, autour de 15% et de 12%. Mais franchement, c'est quelque chose de possible. Bon, il faut parler quand même du négatif, hein. Il n'y a pas que le positif sur ces éléments-là, c'est les chutes. Et oui. Donc si je prends les plus fortes chutes pour le S&P 500, donc on voit que entre 2007 et 2009, il y a eu moins 57% de valeur. Donc ça veut dire que si vous aviez 100 000 euros, vous aviez plus que du jour au lendemain 43 000 euros. Donc là, mentalement, moralement, ça fait mal. Et il a fallu 6 ans, donc jusqu'en 2013, pour récupérer sa mise. Donc là, psychologiquement, c'est compliqué. Alors 2007-2009, c'est assez particulier, mais voilà, pour ceux qui avaient investi avant, attention, ça peut piquer quand même. Si je prends depuis 2022, 2022, on a eu moins 25%, donc c'était la crise, hein. Ça a mis une année et demie à revenir. Qu'est-ce qu'on apprend de ça quand même? Il y a un facteur très important, c'est qu'il y avait encore pas autant de monde en bourse dans les années 2000 jusqu'en 2010. Et c'est vraiment après 2008 qu'on a commencé à avoir de plus en plus de monde en bourse. Ce qui fait que plus il y a de monde, plus on va avoir des facteurs d'augmentation et de baisse importantes. Donc les drawdowns vont potentiellement augmenter. Il y a aussi de plus en plus d'actifs, donc de gros fonds, qui sont dans presque toutes les actions. Donc du coup, ça a aussi un impact sur les remontées rapides en cas de baisse. Sur le Nasdaq cette fois, alors j'ai rajouté une crise, qui est la crise forcément d'Internet, hein. La crise d'Internet, entre 2000 et 2002, c'était moins 83%. Je ne sais pas si vous imaginez, vous aviez 100 000 euros, vous avez 17 000 euros du jour au lendemain. Alors c'est pas tout à fait du jour au lendemain, mais ça pique quand même. Alors bien sûr, si vous avez de la dividende, si vous avez plein d'autres choses, réellement, là on parle de la valeur linéaire directement de l'action. Mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte sur votre compte. Notamment le fait qu'entre 2000 et 2002,
Si vous aviez fait du DCA, en fait, vous avez investi à mort. Donc en gros, quand ça s'est rétabli, donc ça a mis 13 ans, les actions que vous aviez achetées entre 2000 et 2002 à revenir, mais en fait, comme vous avez fait du DCA pendant toute cette période, pendant ces 13 ans, en fait, la réalité, c'est que d'année en année, vos moins négatifs, ils s'étaient transformés en perf, et réellement, en 3 à 4 ans, vous avez récupéré votre perf, pas en 13 ans. Par contre, si vous avez arrêté suite à la perte en 2002, eh ben, il a fallu 13 ans pour récupérer votre mise. Donc ça, c'est un point quand même qu'il faut souligner. Attention, le max drawdown, ça s'appelle comme ça. C'est pas pour ça qu'il y a eu un montant de baisse importante qu'il va falloir attendre 15 ans pour le récupérer. Si vous faites du DCA, vous avez lissé et ça va revenir très très vite. Et encore mieux, vous allez profiter de cette augmentation de récupération et vous pouvez potentiellement faire des très très beaux gains et d'avoir une perf incroyable. Les 18% derniers sur les 10 ans, si vous avez investi pendant la crise de 2009, vous n'avez pas fait 18%, ça c'est le rendement annuel, mais si vous avez lissé le pourcentage, vous êtes peut-être à 25%. Donc il y a des choses incroyables, et encore plus si vous avez investi à partir de 2017, 2018 par là, où là il y a eu un boost incroyable euh, juste avant 2022, donc là il y a possibilité d'avoir fait des trucs à 50% par an, donc voilà. C'est des petites choses à prendre en compte. La dernière crise importante, même s'il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, c'est assez cyclique. On voit que tous les 3, 4, 5 ans, il y a une crise. Globalement, moins 35%, et il a fallu qu'un an pour récupérer. Donc là, on voit que ce que je vous ai dit, au final, la récupération va vraiment très vite. Et donc, on ne se focalise pas sur ce drawdown, puisque si vous faites du DCA, en fait, vous allez diviser par 2, par 3, voire par 4 la durée de perte, et vous allez profiter de cet élan de récupération qui va vous faire augmenter très fortement la performance. Donc, il y a des opportunités incroyables en DCA. On va maintenant parler de 3 profils, un 25 ans, un 40 et un 50 ans. Alors, voilà mon petit simulateur, il a plein de défauts. Il y a des petites erreurs de calcul, il n'y a aucune problématique. Le résultat, il est impactant en regardant. L'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, je vous propose un petit jeu. On va faire un premier profil, du coup, là, j'ai 25 ans. Voilà, j'ai 25 ans, je touche pas beaucoup, je touche 24 000 euros par an, ce qui est quand même un salaire autour des 1800 euros, hein, c'est pas mal du tout. Et puis j'ai décidé que j'allais investir tous les mois 120 euros. Alors 120 euros, quand on a 1800 euros, c'est une belle somme, hein, faut être réaliste. Ça pourrait être 100 000 euros, ça pourrait être 100 euros, excusez-moi, parce que 100 000 c'est un peu compliqué. Mais ça pourrait être 100 euros, ça pourrait être 50, ça pourrait être aussi 250. Il y a des gens qui ont le feu. D'ailleurs, le fait d'investir en bourse comme ça, pour investir et pour être libre financièrement rapidement aux États-Unis, s'appelle FIRE, en fait, comme le feu. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vous ai proposé ici? Donc, je suis parti d'un rendement moyen de 12% par an. Vous voyez, c'est un mix entre le S&P 500 et le Nasdaq. C'est pas fou, c'est pas incroyable. Alors, si vous êtes sur du CAC 40, c'est incroyable, parce que vous êtes plutôt entre 5 et 8. Mais ça permet d'avoir une idée. Je trouve que 12%, c'est un taux qui est acceptable. Vous avez énormément de fonds qui vous proposent du 12%, hein, donc c'est pas quelque chose d'incroyable. On va partir sur le fait qu'on part de 24 000 euros par an, hein, et d'une opportunité avec une augmentation salaire potentielle de 3%. Alors, c'est pas forcément ce qui va avoir un impact significatif au niveau du résultat final, mais c'est important de le noter tout de même, d'essayer d'intégrer son augmentation dans le montant qu'on va verser. On va prendre en référence le taux moyen du livret. Je suis désolé de le dire, mais sur 10 ans en France, on est proche de 2%. Alors on pourrait mettre 4%, que ça ne changerait pas grand-chose. Sachant que le livret A, en parlant du livret A, c'est quand même la plus grosse arnaque de tous les temps. Je pense que c'est un très bon livret pour mettre de l'argent de précaution que vous avez besoin rapidement et que vous ne voulez pas être embêté avec. Mais globalement, le système de rendement du livret A est une arnaque. Pour une raison simple, c'est que si vous mettez de l'argent sur le livret le 2 du mois et que vous le récupérez le 30 du mois, ben vous n'avez fait aucun rendement. Puisqu'il aurait fallu le mettre le 31 du mois d'avant et le récupérer le 1er du mois d'après. Et là, vous auriez vos 2% sur votre compte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand on vous dit 2% par rapport aux mensualités que vous mettez, donc imaginons je mets 100 euros tous les mois sur mon livret A,
Eh bien, en fait, le rendement annuel ne va pas être calculé sur 1 200 euros, mais sur 1 100 euros. Pourquoi? C'est très simple, vous perdez un mois à chaque fois de rendement sur chaque mensualité. Donc à la fin, ça vous fait l'équivalent d'une mensualité en moins sur l'année, qui a été pris en compte dans le calcul des 2%. Donc ça, c'est une chose quand même qu'il faut intégrer, en sachant qu'en plus, le bénéfice est payé qu'une fois par an. Là où vous avez des comptes rémunérés maintenant qui sont meilleurs que 2%, autour de 4-5%, je pense notamment à du Revolut où vous êtes rémunéré tous les jours. Donc là, vous pouvez même mettre pour 5 jours dessus, vous allez toucher un peu d'argent, puis récupérer après, etc. etc. Donc oui, la partie rendement, elle est vraiment... Moi, je vous conseille d'ailleurs, plus de prendre un compte sur du Revolut, en plus c'est gratuit, et de prendre le compte rendement, là, qui est un compte totalement gratuit, vous pouvez récupérer l'argent en 2 clics et transférer, plutôt que mettre sur un livret A. Alors, le livret A, ça a beaucoup d'avantages, un nom d'imposition, tout un tas de trucs, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Et en plus, c'est rémunéré moins que l'inflation, donc vous perdez de l'argent, donc c'est un peu une forme d'arnaque, ce livret. Enfin voilà. Alors, maintenant parlons un peu du résultat. Alors, je vous ai fait une superbe courbe en haut à droite, qui est générée automatiquement par mon petite application que j'ai codée. Le montant total investi. Eh bien en fait, une personne de 25 ans qui mettrait 120 euros par mois en DCA, donc par exemple, vous pourrez viser entre le 15 et le 18 du mois, c'est souvent la meilleure période statistique pour investir, parce que le premier et le dernier du mois, c'est vraiment une très mauvaise idée en bourse. Euh, Donc on va mettre cet argent, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 25 ans, on a mis 86 681,08 euros. Donc presque 100 000 euros. Et alors, qu'est-ce que ça a produit sur 25 ans? Ça a produit 1,1 million. Je dis bien 1,1 million d'intérêts. Ça veut dire qu'à la fin, vous arrivez au bout de 25 ans avec presque 1,2 million de capital. Donc les gens qui me disent non, mais être millionnaire, machin, tout ça, c'est du vent, c'est des voleurs, c'est des machins, on arrête le délire 5 minutes, on est responsable et on se dit, si depuis mes 25 ans, j'avais investi par exemple sur un ETF Nasdaq, ce qui n'est pas quelque chose de compliqué, 100 balles tous les mois, eh bien à 64 ans, j'aurais 1,2 million. Mais attention, 1,2 million, on reste sur du rendement 12%. Pour faciliter, je vais dire qu'on sera peut-être plus que sur du rendement 10% par an. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait 120 000 euros par an de rendement. Ça veut dire que ça vous paye votre retraite tranquillement, 120 000 euros. C'est 10 000 balles par mois. Alors oui, je suis en brut. Oui, on a 30% qui va être bouffé par l'État français. Peut-être que d'ici là, ça sera 35, je ne sais pas. Mais vous avez une retraite très, très, très confortable. La moyenne des retraites, elle est à 1800 euros par mois. Là, vous êtes sur une retraite à 10 000 euros, même si on enlève les 30%, on est à plus de 7 000 euros. Vous êtes quand même très, très, très bien. Donc, il y a une opportunité incroyable. Arrêtons de se voiler la face, même sans investir dans l'immobilier ou quoi que ce soit, avec 120 balles par mois, voilà ce que vous faites à la fin. Alors bien sûr, il y a l'augmentation des 3% tous les ans, qui fait que peut-être qu'au bout de 25 ans, je dis ça de tête, c'est peut-être à 200 euros par mois. Mais toujours est-il que vous avez cette opportunité. Alors maintenant, malheureusement, vous prenez un peu plus tard, vous avez 40 ans. Et vous voulez investir. Vous dites, ok, 40 ans, c'est un bon âge, c'est souvent, on a déjà des enfants, on commence à avoir une stabilité, souvent on a déjà investi dans sa résidence principale, on n'a souvent pas fini de la payer, parce que c'est souvent des choses autour de 50-55 ans en France, vu que l'immobilier est quasiment inabordable, sauf dans les zones un petit peu perdues. Globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc lui, il a un salaire un peu plus conséquent, on est sur un salaire à 45 000 euros, donc déjà on est sur quelqu'un qui a bien évolué correctement et tout. En 15 ans, il a réussi à passer de 24 000 euros à 45 000, il a quasiment doublé, c'est beau. Lui, par contre, il va investir un petit peu plus par mois, on va être sur du 7,5%. Alors, vous allez me dire 7,5, je comprends pas tout ça. Bon, globalement, on est autour de 4 000 euros par an, quoi, pour résumer.
4 000 euros par an, c'est pas énorme, hein. On est à moins de 400 euros par mois. Bon, si vous avez déjà un bon salaire, vous avez bien évolué avec le temps, bon, c'est pas mal. On est sur 24 ans d'investissement. Je parle bien d'investissement. Je garde mon 2% de taux du livret. On reste sur une augmentation, alors cette fois annuelle, j'ai considéré 2%, parce que ça devient un peu plus compliqué en général, autour de ces âges-là. Et puis on reste sur mon taux d'intérêt de 12%. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, hein, les intérêts cumulés, ils se font avec la durée. Donc là, vu qu'on est passé de 39 ans à 24, bah forcément le final est différent. Par contre, on met un versement mensuel bien plus important. Donc là, je vais mettre un peu plus de 100 000 euros d'investis, ce qui va me permettre de gagner quand même 4 fois ces intérêts, c'est-à-dire plus de 400 000 euros sur la période. Donc là, je suis plutôt dans un beau salaire, hein, je commence à être dans les salaires intéressants, même si c'est pas non plus un truc incroyable, 45 000 euros. Hein. Quelqu'un qui a évolué, qui est devenu chef d'équipe, qui a fait des choses, pourquoi pas monter une petite boîte, 45 000 euros, c'est un salaire tout à fait possible. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, à la fin, vous finissez avec 500 000 euros. Alors, c'est bien moins que les 100 000 euros, je suis d'accord. Mais si on reste sur ce rendement à 10%, bah, on est 51 000 euros par an. On va arrondir à 50 000 pour faciliter les salaires. Ça fait un petit peu moins de 5 000 euros par mois. Avec les 1 500 euros piqués par l'État, voilà, il vous reste 3 500. 3 500 euros à la retraite, vous êtes plus qu'au double de la retraite moyenne des Français. En sachant que ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres systèmes auxquels vous avez cotisé à côté. Donc là, vous êtes vraiment très très bien également. Donc dans ces deux cas, on a déjà une rente qui est très très confortable. Et encore, là je vous parle que d'utiliser le résultat du rendement annuel. Mais on pourrait très bien faire les choses très différemment et dire, ben moi j'ai besoin d'une somme fixe tous les ans. Donc je veux 60 000 euros par an. Et donc on va calculer, on va se faire son petit calcul, là je ne vais pas le faire en live, hein, je vais dire des bêtises, mais on va dire, bah voilà, tous les ans je retire 60 000 euros et en plus je les veux en net. Donc ça veut dire je retire 90 000 euros. Et donc là avec mon rendement, bah, combien de temps je vais pouvoir tenir? Donc bien sûr il va falloir calculer ce niveau de retraite que vous souhaitez par rapport au rendement et voir ce qui peut être absorbé par le rendement. Le top c'est d'être un tout petit peu en dessous de votre rendement. Donc si vous êtes sur un rendement moyen à 12%, d'être sur 10 quoi. Comme ça continue à grossir tranquillement, et en même temps, vous vous faites plaisir. Donc le jour où vous avez un gros pépin, vous pouvez taper dedans un petit peu, ça n'aura pas d'impact. Voilà, ça c'est un élément important. Donc là, on est encore dans quelque chose qui est tout à fait réalisable. Et puis là, vous avez complètement merdé, vous n'avez pas commencé à vraiment mettre de l'argent, et vous vous dites à 50 balais, bah là j'ai un peu de thunes, je touche un salaire assez correct encore, hein, je suis à 50 000 euros. On voit que j'ai pas beaucoup augmenté hein, entre mes 45 et mes 50 ans. Mais 50 000 euros, c'est un très très beau salaire déjà. Hein. Vous êtes, alors c'est pas en net d'impôt, mais vous êtes à plus de 4 000 euros par mois. Donc là, on est très beau salaire déjà. Hein. Il y a des gens qui commencent avec des salaires comme ça. Hein. Donc voilà. Euh, Là, on va être du coup sur 14 ans. Alors, on sait très bien que la durée de cotisation va évoluer. Mais là, c'est pour les besoins de la simulation, je vous ai mis 14 ans. On est toujours sur 2% au niveau du livret A. Hein. Sur le montant investi du salaire, j'ai un peu plus. Donc là, je me suis permis de passer à 10%. Voilà, je mets 5 000 euros par an. C'est pas fou. Voilà, c'est un petit peu moins de 500 euros par mois. On est autour de... Voilà, on est entre 400 et 500 euros par mois. Ça, si on a bien géré sa finance, on est bon. L'augmentation annuelle, bon, j'y compte pas trop, hein, parce que quand on a 50 ans dans les boîtes, ils ont du mal à nous filer de la thune. Donc en général, là, déjà, si on arrive à avoir un boulot jusqu'à la fin, ça sera bien. On va être réaliste. Et puis, les taux d'intérêt, on reste sur les 12%, on va rester stable. Hein, je me prends pas la tête. Alors, le montant investi, 70 000 euros. Ça reste une belle somme. Les intérêts gagnés, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment la durée qui fait tout. 110 000 euros. Un peu plus de 110 000 euros. C'est pas fou, mais ça reste une belle somme. Et mon montant final, 180 000 euros. Alors là, on va être réaliste. J'ai pas la capacité d'avoir une retraite. Hein. Moi, je considère que pour avoir une retraite confortable, il faut avoir 500 000 de côté, avec un bon rendement, c'est clair et net. Hein. 180 000, même si vous aviez un peu d'argent de côté en plus et tout, allez, on va faire un arrondi à 200 000 euros. 200 000 euros, vous n'allez pas très très loin avec ça pendant la retraite. Surtout que faut pas oublier une chose, quand vous êtes à la retraite,
il peut avoir des problématiques médicales à dépenser. Je pense à des gens qui vont avoir des appareils, des dents à faire ou quoi que ce soit. Si vous faites faire une dent actuellement en France, ça vaut 4000 balles. Entre 4000 et 5000 euros de votre poche. Donc si vous avez un problème avec 5-6 dents à changer, ah bah tout de suite, ça y est, on part dans le 20-30 000 euros. Donc là, si on a que 200 000 euros de côté, à la retraite, bah c'est chaud quand même. Hein. Alors que si on avait mis 120 euros par mois de côté, on aurait 1 million. Plus d'1 million. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Là, vous dites, merde, j'ai loupé un truc quand même. Et 100 balles par mois, de vous à moi, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai commencé avec un salaire à 1040 euros en tant que militaire il y a des années. Je mettais 50 balles tous les mois. Bah, on peut s'en sortir en fait. Au bout d'un moment, on avance et on s'en sort. Et puis les 50 sont venus des 100, des 150, des 500, et maintenant je fais bien plus. Mais, donc c'est possible. Si avec 1000 balles on peut le faire, en essayant de s'organiser, et pas de faire n'importe quoi, je pense notamment quand on a 1000 balles par mois, on fait peut-être pas 4 enfants, il faut attendre un petit peu. Donc, il y a des choses comme ça, quand on fait les choses intelligemment, bah, c'est possible. Là, on se dit, voilà, j'ai 50 ans, je vais arriver à la retraite, je vais avoir 200 000 balles de côté. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 200 000 balles de côté? Bah déjà, le premier truc, c'est que si je prends juste 10% de rendement par an, ça va me faire à peu près 20 000 euros. Alors 20 000 euros, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est quand même une belle somme. Vous avez un peu moins de 2 000 euros par mois, avec l'État qui vous ponctionne et tout, vous serez entre 1200 et 1500 en complémentaire. Mais il faut pas oublier que les 200 000, on peut piocher un petit peu dedans. Donc on pourrait très bien dire, au lieu de 10, bah, je vais prendre 15% tous les ans. Et là, si vous vivez vieux, bah, jusqu'aux 100 ans, ça va le faire, 15% par an. Vous ponctionnez 2 à 3% de 200 000 euros, c'est pas un truc incroyable. Hein. On parle de 4-5 000 euros, ça va assez vite. Hein. C'est 20 ans à peu près pour 100 000 euros. Hein. Donc bon, on voit qu'il reste quelque chose et il y a même les héritiers qui vont toucher quelque chose à la fin. Donc il y a ce calcul à faire et bah, de vous à moi, si vous êtes dans le premier cas, 100 balles par mois, il faut y aller. On est dans des périodes un peu troubles, c'est un peu compliqué, il y a peut-être des choses qui vont baisser, des petits trucs, des machins, mais il faut y aller parce que, mine de rien, ça a un impact significatif. Alors maintenant, si on parle un petit peu, donc voilà le bilan un petit peu, avant la conclusion et que je vous propose des valeurs, mais si on regarde un petit peu les 4 valeurs, donc là je prends le cas de Jules, hein, qui fera un investissement dans le SP 500 par exemple, dans le MSCI World, j'ai fait des vidéos hein, sur le Nasdaq 100, le SP 500 et le MSCI World pour sélectionner les meilleurs ETF, et le CAC 40, bien, on va voir qu'il y a une disparité qui est très très importante. C'est-à-dire que si vous avez investi dans le CAC 40 en tant que Jules, du coup, le profil de 25 ans, bah, vous finissez autour des 390 000 euros, si je me rappelle bien. Alors que si vous avez fait dans le Nasdaq, vous êtes quasiment 1,2 million. Là, le rapport, on est sur un rapport 3. Vous faites ce que vous voulez, si vous êtes patriote et que vous voulez absolument faire du CAC 40 ou tout. Si vous prenez de l'Euronext, on va être sur l'équivalent du MSCI World à peu près. Hein. Donc vous serez autour des 500 000 euros. Hein. Et si vous êtes sur du SP 500, vous serez autour des 700, 750 000 euros. Voilà. Donc il y a un impact significatif sur le rendement. Bien sûr, vous comprenez pourquoi je suis sur le Nasdaq 100. Il y a un vrai coefficient. C'est la durée et le rendement qui sont importants, c'est de la multiplier, ça va jusqu'au ciel. Donc pensez-y, il faut le faire. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à intégrer très très rapidement pour vous en sortir. Et enfin, la petite conclusion, bah justement, je vous propose 4 valeurs d'ETF qui sont vraiment pas mal, donc, qui sont des ETF pour 2025. Donc vous avez bien sûr un MSCI World, donc je ne vous ai pas sorti de MSCI World PEA, parce qu'à ma connaissance, ils ne sont pas très performants, donc vous avez l'IWDA, d'iShares, donc iShares, c'est comme BlackRock, c'est BlackRock d'ailleurs, c'est les très gros fonds d'investissement, les plus gros. Après, vous avez Amundi, qui est un très gros fonds d'investissement français, hein, qui a une très belle valeur également. Le gros souci des ETF Amundi, c'est que, en fait, vous savez, un ETF qui est compatible avec le PEA, c'est pas un ETF physique. C'est-à-dire que ce n'est pas un ETF qui possède les actions en tant que telles. C'est un ETF qui va avoir des contrats particuliers avec des sociétés tierces qui les possèdent. Donc, du coup, il y a un impact significatif. Si votre société tierce intermédiaire fait faillite, bah, en fait, vous avez un risque de tout perdre.
Donc moi, je ne conseille pas le PEA. Pour une raison simple, c'est qu'au final, quand vous calculez la totalité des frais à la fin, vous êtes très très proche du compte titre. En sachant que sur un PEA, si vous voulez faire des allers-retours et que vous voulez profiter des baisses fortes pour revendre des actions que vous venez d'acheter, pour bénéficier du coup des baisses potentielles et avoir des années négatives pour diminuer le cost à la fin au niveau des impôts, bah vous pouvez pas le faire. Il y a des CSG, des choses au niveau monde qui sont pas déductibles non plus. Il y a énormément d'éléments dans la complexité de la déclaration d'impôt qui sont pas intégrables et au final, sur la fin, vous avez un risque plus important et un rendement moins bon. Donc voilà pourquoi je ne conseille pas le PEA et je trouve que c'est une autre forme d'arnaque comme le livret A en France. Mais par contre, le gros avantage, c'est que vous avez pas d'impôt à déclarer tant que vous ne le liquidez pas. Alors que sur les comptes titres ordinaires, eh bien, à partir du moment où vous vendez une action et que vous avez fait un bénéfice, cette année-là, vous allez payer des impôts dessus. Voilà, c'est la grosse différence avec le PE. Sur les frais, je vous ai mis les frais. Ça, c'est un autre truc que j'ai déjà débunkerisé dans plusieurs vidéos, mais ne vous focalisez pas sur les frais quand vous investissez dans un ETF. Focalisez-vous sur le rendement moyen annuel sur 5, 10, 20 ans. Alors 20 ans, c'est important, ça vous donne une bonne référence. Pourquoi? C'est très très simple. Euh, les frais, vous les voyez pas. C'est la performance de la valeur de l'action qui vous intéresse. Vous payez pas de frais à côté quand vous êtes dedans. C'est les frais qui sont impactés sur la performance. Donc ça veut dire que la performance globale va être déduite, enfin les frais vont être déduits de la performance globale. Mais globalement, ce qui vous intéresse, c'est le cours en bourse. Donc regardez le cours en bourse. Cet élément est vraiment un facteur anodin. Ne vous focalisez pas sur les frais. J'entends trop de gens sur Internet qui parlent des frais et tout ça. Oui, c'est un facteur à regarder, mais ça ne doit pas être prépondérant. Si vous avez un ETF qui fait 2 fois plus de performance, franchement, d'avoir des frais 2 fois supérieurs, je m'en fous. Moi, je veux la performance. Voilà. S'il bosse bien, c'est normal qu'il soit bien rémunéré pour ce qu'il fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses financières hebdomadaires. Et je vous remercie pour cette journée. Je vous dis à la semaine prochaine.